Bonjour à tous, on va parler Green IT sur Ultra Green, mais pas que. La vidéo d'aujourd'hui va parler des enjeux et des défis de l'entreprise d'un point de vue humain, sociaux et environnementaux. Jingle! Pour parler des défis de l'entreprise de la tech et de l'IT, pour parler des défis humains, sociaux et environnementaux de ces entreprises, il va nous falloir regarder l'impact de l'informatique sur ces entreprises et par ces entreprises. On va le regarder de deux manières, c'est-à-dire l'évolution induite par l'IT et la tech, l'évolution induite par l'informatique et les enjeux et opportunités qui vont avec. Si on regarde maintenant les choses d'un point de vue individu, donc les individus, effectivement, la génération avant la mienne, c'est la pré-informatique. La majorité de la vie des personnes de la période pré-informatique, l'outil informatique, et même quelque part aussi un peu l'outil technique, alors peut-être pas l'outil technique, mais l'outil informatique était complètement absent, complètement euh, inexistant pour une grosse partie de la vie de ces personnes. Moi, je fais partie effectivement des derniers pionniers et de la génération X, ce qu'on peut qualifier de pré-natifs. C'est les gens qui effectivement ont vu l'outil informatique soit se créer chez les pionniers, donc c'est plutôt chez les boomers, et soit se démocratiser, donc plutôt vers la génération X. Et enfin, la dernière étape, les gens qui effectivement sont nés avec la présence de cet outil informatique, qu'on nomme les digital natives. L'informatique, elle a eu cette caractéristique très importante de devenir omniprésente dans toutes les entreprises. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, il va y avoir une composante informatique. Cette composante informatique va être plus ou moins importante. Une entreprise qui est une entreprise de l'IT, bah là, pour le coup, elle est importante, conséquente, génétique presque de l'entreprise, mais même dans une petite entreprise, une PME dont le secteur d'activité n'est pas l'IT ou la tech directement, il va y avoir régulièrement une personne qui s'occupe de l'informatique, voire plusieurs personnes, et des moyens informatiques pour la commercialisation, pour la diffusion, pour l'information vis-à-vis de l'entreprise. La résultante, c'est qu'effectivement l'informatique a provoqué un très fort impact sur la société, une transformation profonde des modes de vie et des modes de travail. Les modes de vie, c'est qu'effectivement, bah maintenant, si vous regardez n'importe quelle personne, le temps qu'il va passer devant un écran, que ce soit un écran d'ordinateur, mais peut-être beaucoup plus un écran de téléphone, est devenu extrêmement important. Et mine de rien, l'impact sur la société d'un point de vue de la transformation du mode de travail, euh, dans le tertiaire, vous ne pouvez plus trouver une personne qui n'utilise pas un ordinateur au quotidien, même presque la totalité de son temps de travail, mais même dans l'industrie, dans de nombreux métiers, l'ordinateur est omniprésent. Même une caisse enregistreuse maintenant, c'est un ordinateur. Alors le défi c'est un défi de gestion de l'innovation, sans bullshit innovation, en respect de l'éthique, en respect quelque part aussi d'un certain nombre d'aspects qu'on va essayer de voir ensemble, hein, des aspects humains, des aspects sociaux, des aspects évidemment environnementaux, et on passera beaucoup de temps sur ces aspects environnementaux. Et puis, je veux quand même souligner qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on est en train de parler de défis dans lesquels l'humain, l'activité de l'humain, l'activité professionnelle de l'humain, mais l'activité au quotidien de l'humain est bouleversée par l'IT, par la tech et par l'informatique. Il y a un élément qui vient récemment énormément amplifier tout ce qui se passe au travers de l'informatique, c'est l'émergence de l'IA et peut-être prochainement l'omniprésence de l'IA. Et clairement, on peut se poser la question de l'impact que ça va avoir sur de façon encore plus profonde. On a eu une révolution industrielle qui a complètement bouleversé les façons de travailler. La révolution numérique a bouleversé énormément dans le tertiaire, elle a bouleversé aussi énormément les façons de travailler et les métiers. La révolution de l'IA, elle, va aller probablement encore plus loin. Peut-être qu'il y aura encore plus de disparition d'emplois que lors des deux précédentes révolutions industrielles et numériques. Mais il est aussi fort probable qu'il y ait énormément de création d'emplois.
Je l'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur les femmes et la tech, en me posant la question de savoir quel était le métier que pourrait avoir ma fille quand elle sera arrivée à la maturité de sa carrière, au moment où elle sera pleinement entrée dans la vie professionnelle. Je me pose toujours cette question. Clairement, les métiers que moi j'ai pu faire, mes parents ne les connaissaient pas et peut-être ils ont eu aussi un peu de difficulté à les appréhender. Peut-être qu'ils ont toujours des difficultés à appréhender vraiment les fonctions que j'occupe, mais je me pose la même question pour mes enfants. Et pourtant, je suis pas un digital native, mais pour moi, l'outil numérique est maîtrisé et compris, et les enjeux, et j'ose prétendre que les enjeux qui vont arriver avec l'IA, j'en ai une certaine visibilité. Malgré tout, il y a énormément d'inconnus sur ce qui va se passer. Alors, si on regarde les défis qu'on va adresser dans cette vidéo, je vais en adresser 4. D'abord les défis technologiques, ensuite on s'intéressera aux défis humains, on passera par les défis sociaux et on prendra un petit peu de temps parce qu'effectivement c'est un sujet important et que je voulais faire un centrique sur le Green IT, sur le Green Dev, sur les sujets environnementaux. Et on regardera cet impact environnemental aussi dans la révolution de l'intelligence artificielle qui pointe son nez et qui va être extrêmement importante dans la vie des entreprises et encore plus dans la vie des entreprises de la tech et de l'IT. Alors, les défis technologiques. On va les regarder sous deux aspects. D'abord, ceux des entreprises de la tech et de l'IT, et puis après, on regardera plus les choses sur le sujet de l'IT, les entreprises dans lesquelles moi je gravite. Euh, la première chose, hein, c'est un défi autour de l'innovation continue. Il faut tout le temps rester à la pointe des nouvelles technologies, autant en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise. Il faut intégrer rapidement les innovations sous peine de ne plus être performant, compétitif et de ne plus être en mesure de pouvoir commercialiser ses produits ou ses services. Il y a donc effectivement un énorme défi sur la gestion des talents et sur la gestion de la compétence. Attirer, former, retenir des experts sur l'ensemble des périmètres technologiques de l'entreprise devient extrêmement compliqué. Il faut récupérer des experts qui sont qualifiés sur ces technologies et construire un écosystème dans l'entreprise de personnes qualifiées pour intégrer, mettre en place ces technologies et en tirer de la valeur. Et forcément, ça veut dire qu'on est dans un monde où la compétence peut être acquise en interne dans l'entreprise comme utilisée par de la ressource externe. Et forcément, il y a un aspect concurrentiel sur l'accès à la ressource externe pour l'entreprise. Après, toutes ces technologies, elles viennent avec d'énormes problématiques de conformité réglementaire. Respecter les lois. Déjà, est-ce que les lois sont claires? Est-ce qu'elles sont précises sur le périmètre d'usage du numérique? Est-ce que la maturité réglementaire est arrivée en place? On a vu le RGPD arriver, on a vu un certain nombre de choses qui se sont structurées. Il y a une maîtrise qui s'est accentuée sur le contrôle réglementaire autour du numérique, des problématiques autour du numérique, mais elle vient aussi avec un gros travail pour les entreprises pour être en convergence et en conformité avec ces enjeux réglementaires. La gestion des coûts. La technologie, les technologies deviennent complexes, plus les moyens pour les mettre en œuvre deviennent onéreux, coûteux, et en plus, effectivement, plus on s'aperçoit qu'on a pu aller dans des dérives de gaspillage, un mauvais calcul, une mauvaise définition capacitaire, et donc quelque part un impact sur les retours sur investissement qu'on peut faire parce qu'on a gaspillé, qu'on a mis en place des technologies de façon trop importante sans forcément calculer ce que ça allait permettre et ce que ça allait rapporter. Et enfin, il y a un enjeu important sur la durabilité et sur la responsabilité environnementale. On le verra de façon assez précise quand on parlera des impacts de l'intelligence artificielle, mais clairement, nos usages du numérique, notre usage de l'informatique et des services informatiques a provoqué une consommation énergétique qui est supérieure, qui est 2 fois supérieure à ce qu'on pouvait effectivement consommer en tant qu'individu, en tant qu'humain dans la société et sur notre planète avant les révolutions numériques. Maintenant, on va regarder les choses d'un point de vue strictement IT, hein, c'est-à-dire beaucoup plus sur
les choses autour du système d'information, autour des plateformes de services, autour de l'application informatique en tant que telle. Là, les enjeux, les défis, c'est les enjeux de sécurité et de souveraineté des données. Là, on est plus sur le côté humain et sur l'impact humain. Protéger les informations sensibles contre les cyberattaques, protéger contre la violation des données, sur l'usurpation dans toutes ces dimensions. Et puis, contrôler, maîtriser les menaces autant internes que celles des États, que les menaces externes. On s'aperçoit qu'effectivement, maintenant, les enjeux de sécurité informatique sont des enjeux de souveraineté globale, pas uniquement du point de vue de l'entreprise, mais au niveau des sociétés elles-mêmes. Après, on a des choses beaucoup plus pragmatiques, hein. Clairement, le service informatique devient tellement omniprésent qu'il devient indispensable. Et en devenant indispensable, on a des enjeux de scalabilité, des enjeux de réponse du service. La qualité de service devient quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle peut potentiellement impacter l'activité professionnelle de certaines personnes. Imaginez un réseau YouTube, imaginez un service tel que YouTube qui tombe, c'est l'annihilation de la capacité de travailler d'un nombre extrêmement important de personnes. Il y a des enjeux autour du développement logiciel, autour de la qualité du logiciel, autour de la performance et de l'optimisation du logiciel, et autour de la capacité à gérer le time to delivery, délivrer du logiciel vide dans des conditions acceptables de qualité, et en maîtrisant l'ensemble de tout le processus de déploiement. L'intégration des systèmes, où on a une multiplication énorme des types de systèmes informatiques, les complications, les contextes d'interopérabilité, de compatibilité entre les plateformes, entre les services, entre les outils, entre les technologies deviennent extrêmement importants. Et puis enfin, évidemment, on a la transition vers le cloud, c'est-à-dire que on a vu une mutation, hein, en partant de la virtualisation, puis la containerisation, vers des façons différentes de déployer du logiciel, vers peut-être effectivement des solutions où on consomme plus qu'on déploie et qu'on construit de l'infrastructure. Enfin, l'entreprise dont le cœur de métier n'est pas vraiment l'IT a pour objectif effectivement peut-être de beaucoup plus consommer du as a service que de venir mettre en place ses propres infrastructures pour supporter ses besoins informatiques. Alors maintenant, on va regarder les défis humains. Le premier, celui qui est de loin le plus important, c'est la gestion des talents et de la diversité. Il y a quelque chose de manifeste. L'évolution technologique et l'évolution informatique fait que maintenant, certaines des compétences techniques, celles qui sont liées aux nouvelles technologies, elles ont parfois, elles peuvent devenir obsolètes à des fréquences qui sont peut-être même en dessous de 2 à 3 ans. Plus ça va aller, plus la durée de vie d'une compétence va réduire. Alors, effectivement, hein, les compétences plus non directement liées à la technique, on va dire, comme les compétences en gestion, en communication, en créativité, elles ont une capacité à être pertinentes plus longtemps, souvent entre 5 et 10 ans, mais quoi qu'il arrive, avec une condition stricte, forte, de se former et de s'adapter malgré tout en permanence. Alors, les enjeux qu'on a derrière ça, c'est qu'effectivement, on a les enjeux pour traiter les problématiques de pénurie de compétences et d'intégrer l'importance de la formation dans les entreprises. Une entreprise qui ne fournit pas à ses salariés une structure de formation digne de ce nom, elle prend de toute façon un risque. Il y a une dimension sociale et humaine, il y a une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du salarié dans son maintien en compétences, mais quelque part, il y a aussi un enjeu important pour l'entreprise elle-même dans sa capacité à rester compétitive. La diversité et l'inclusion, c'est encore plus compliqué, on va dire, dans cette problématique de gestion de la compétence, de pouvoir effectivement garantir de répondre à des enjeux humains très forts que peuvent être le fait d'avoir une équité entre les hommes et les femmes, d'intégrer n'importe quelle personne en fonction de sa religion, en fonction de ses pratiques quelconques et ainsi de suite, dès l'instant où il est pleinement compétent et opérationnel sur le métier. Quelles que soient ses différences, il doit être considéré de la même manière. Là, il y a un enjeu très fort de l'entreprise. Et j'ai fait une vidéo sur les femmes et la tech pour montrer que le travail à faire sur ce sujet reste encore extrêmement important. Et enfin, il y a un défi humain extrêmement important, celui de la santé mentale. La capacité, l'évolution des technologies est tellement rapide qu'elle est de facto un facteur de stress.
Et il est indispensable que l'entreprise mette en place les moyens, les outils pour intégrer la gestion du stress et pour garantir ce qu'on nomme l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est extrêmement important, effectivement, hein, de permettre aux gens de se dire je suis sorti de mon travail et je vais pouvoir profiter pleinement de ma vie parce que le travail ne vient pas la parasiter. Et dans un contexte hyper VUCA, hyper volatile, bah, ça devient extrêmement complexe à garantir et à mettre en œuvre. Alors, les défis sociaux des entreprises de l'IT. Donc là, on va regarder, on arrive sur le pan social, la responsabilité et l'éthique de l'entreprise, et tout ce qui a trait à la réponse sociale de l'entreprise. Donc, il y a déjà quelque chose autour de la cybersécurité. Les entreprises de l'IT, elles ont une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés, mais vis-à-vis de l'ensemble de leur clientèle, et même au-delà de leur clientèle, pour faire en sorte que elles fournissent des services IT, des services informatiques. Elles ont donc une extrêmement forte responsabilité pour faire en sorte que on ne puisse pas mettre en péril la vie d'une personne et mettre en péril les salariés de sa propre entreprise ou d'entreprise partenaire parce que on est victime d'activités cybercriminelles. Et puis, c'est aussi quelque part très important parce que ces attaques, ces possibilités de malveillance sur l'outil informatique, elles vont altérer la confiance des utilisateurs. Et s'il n'y a pas une prise en compte, une compétence forte pour régler ces problèmes de cybercriminalité et une transparence forte, eh ben, ça peut être extrêmement préjudiciable. La responsabilité sociale de l'entreprise, on l'a vu, hein, elle est autour des enjeux importants de formation, d'apprentissage, mais je reviens, hein, sur ce sujet de la formation et de l'apprentissage, aussi quelque part d'assurer une continuité et d'intégrer les jeunes dans l'entreprise, de gérer correctement le renouvellement du personnel, et de continuer à être des vecteurs d'embauche, des vecteurs d'intégration des jeunes au travers de l'apprentissage, au travers de l'embauche dans les métiers. Ça veut donc dire effectivement que si on reste maintenant sur la formation par l'apprentissage, il y a une responsabilité d'intégration dans la vie professionnelle de futurs salariés dans une démarche progressive, et c'est la mécanique même de l'apprentissage. Il y a les défis sociaux autour de l'open source, c'est-à-dire ce qui, moi, m'intéresse beaucoup sur la chaîne UltraGreen, tout le pan autour de la construction de valeur globale, la restitution de valeur globale, et le fait qu'on puisse effectivement construire pour du bénéfice de l'entreprise, mais en ayant en même temps de la construction de valeur globale qui finalement va être utilisable par des gens sans avoir à forcément engager des moyens extrêmement importants, financiers extrêmement importants pour pouvoir le consommer. Et enfin, il y a un aspect extrêmement important pour ses salariés comme pour ses clients autour de l'inclusion numérique, de ne laisser personne sur le carreau de la transition numérique. Une entreprise qui vend du service IT, elle a une responsabilité quelque part de faire en sorte que son service soit globalement utilisable et qu'elle ne laisse personne derrière. Si ce service venait à devenir presque mandatory, presque obligatoire, il y a une responsabilité forte sur le fait qu'elle doit accompagner tout le monde, quelle que soit son origine, quel que soit son contexte social, à pouvoir l'utiliser correctement dès l'instant où c'est quelque chose qui revêt un caractère obligatoire. Alors l'innovation technologique, hein, elle vient avec ses impacts, avec ses implications sociales. L'orchestration du cloud, l'intelligence artificielle, l'automatisation bouleverse les équilibres et les risques sur l'activité, sur l'emploi. L'impact sur l'emploi de ces technologies, parce que ce sont des éléments d'automatisation et par là même des potentiels éléments de substitution d'une charge humaine de travail, d'une activité humaine, ils doivent être envisagés, ils doivent être analysés, et l'entreprise a une responsabilité de se dire
si je mets en place ces moyens d'automatisation, je dois les mettre pour finalement produire plus de valeur. Et produire plus de valeur, ça passe encore une fois par l'apprentissage, par la formation et par la valorisation des salariés pour qu'ils puissent se repositionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée. La fracture numérique, là aussi, elle est extrêmement importante, hein. On voit effectivement que tous les salariés n'auront pas la même capacité à monter en compétences en permanence et à tenir le rythme de la montée en compétences. Et même au sein de l'entreprise, la fracture numérique va s'accentuer. Et il faut que l'entreprise soit capable de continuer à proposer de l'activité à des gens qui, pour autant, effectivement, vont commencer à faiblir dans leur capacité d'adaptation. Alors effectivement, il y a un enjeu social autour de la protection des données personnelles et de la vie privée, et c'est valable autant pour les clients que pour les salariés. On a un aspect fort autour de l'éthique dans ce qu'on va fournir comme innovation, dans ce qu'on va fournir comme développement, comme nouvelles technologies à ses clients, et puis la façon dont elles vont potentiellement proposer de la valeur ou non. Et il ne peut y avoir d'innovation, pour qu'elle ne soit pas une bullshit innovation, il ne peut y avoir d'innovation que si elle apporte de la valeur, c'est-à-dire qu'elle se démontre que comme quelque chose qui est globalement pertinent. Il faut effectivement qu'on apprenne à éviter l'innovation hyper contextualisée et qui finalement ne va apporter à la société que très peu. Donc il y a là autour de l'usage du big data, de l'IA, il va y avoir des enjeux extrêmement importants pour finalement se dire oui, on peut mettre de l'IA partout, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant? Quelle valeur ça va proposer? Et puis enfin, il faut de la transparence sur les sujets de gouvernance autour de tous ces aspects-là. Et puis, encore une fois, je l'ai dit, hein, tu parlais de fracture numérique, là on va parler de discrimination algorithmique. Euh, on va plus loin en parlant du big data et en parlant de l'IA, de faire en sorte qu'un programme informatif ne puisse pas être, ou un use case pour analyser de la donnée, ne puisse pas être un élément de discrimination, ne puisse pas euh, identifier des populations spécifiques dans un aspect, dans un contexte qui serait avec un objectif de discrimination. Donc oui, là, autour de l'IA, autour du big data, il y a des vrais défis sociaux pour l'entreprise. Après, on va cette fois-ci plus regarder au niveau du travail en lui-même, hein. Effectivement, il y a l'outil informatique. Là, on a l'impression que je dresse un tableau un peu négatif. L'outil informatique, il offre des opportunités sur l'adaptation du travail et sur la capacité à permettre à des personnes de travailler à distance, de faire du télétravail, d'avoir plus de flexibilité sur la façon de travailler. Mais par contre, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit structuré. Il ne faut pas que finalement on y aille à des cavités de ces opportunités, à à des défauts de ces opportunités, à un télétravail qui va être un vecteur d'isolation, à un travail qui va devenir trop flexible et donc finalement un vecteur de stress. Encore une fois, les problématiques de fracture numérique, faire en sorte qu'on soit bien sûr d'identifier les populations vulnérables alors même qu'elles se sont éloignées. Et là, je parle de populations vulnérables au sein même de l'entreprise. Elles se sont éloignées parce que le télétravail les rend absents de l'entreprise plus régulièrement et que finalement la vigilance diminue, se réduit. Il y a le sujet autour de la formation continue face aux évolutions rapides. Encore une fois, hein, c'est vrai on réinsiste, hein, sur le fait que cette évolution technique vient avec des défis de maintien de la compétence. Et c'est extrêmement important. Alors maintenant, on va rentrer sur ce qui va nous emmener jusqu'à la conclusion, c'est les défis environnementaux. Et effectivement, c'est extrêmement important pour les entreprises de l'IT, parce qu'effectivement, on va voir qu'il y a des aspects autour de la consommation énergétique, il y a des aspects autour de la fabrication de e-déchets, de déchets, de déchets du numérique, on va dire, hein. Le premier point qu'on va regarder, c'est la consommation d'énergie. Qui dit IT dit data center, qui dit data center va dire énormément de compute, de besoins en termes de serveurs, d'infrastructures.
et de routeurs, de commutateurs, d'équipements qui vont permettre de construire la réponse en termes de services au niveau de l'outil informatique. Ces centres de données, hein, ces data centers, ils consomment énormément d'énergie. Et on va voir en plus qu'avec l'IA, on va consommer encore plus. Les défis pour les alimenter sont déjà compliqués, mais les défis pour les refroidir sont souvent extrêmement importants. Donc le but, c'est effectivement de construire des data centers qui sont plus vertueux, qui vont effectivement avoir une très grande efficience énergétique. Après, il y a pas que le problème des data centers. Même nos dispositifs, on a tous notre téléphone qu'on recharge quotidiennement, qui en fonction avec l'accroissement des usages, finalement, on s'aperçoit que plus ça va, moins la batterie peut tenir une journée complète parce qu'on leur demande de plus en plus de choses. Et puis que, effectivement, en plus, ces dispositifs on a des mauvaises pratiques à vouloir les changer trop régulièrement, donc ça génère énormément de e-déchets. Au-delà de ça, même ça consomme énormément de ressources, sur des ressources qui sont précieuses. Euh, on peut même parler de rares, hein, de métaux rares, d'éléments qui sont effectivement complexes à récupérer et en plus limités. Donc à un moment, il va falloir effectivement se limiter sur la façon dont on consomme ce genre de choses. Donc là, justement, je rentrais sur déchets, hein, ce sujet pardon, des déchets, hein, des e-waste, comme on le dit dans la langue de Shakespeare. La durée de vie des appareils, hein, j'insiste, mais elle est beaucoup trop courte. On génère une énorme quantité de déchets électroniques et toutes les entreprises qui ne travaillent pas sur la seconde main, sur la seconde vie, sur le fait que finalement, il est peut-être pas normal qu'on change de téléphone tous les ans. Même tous les 2 ans, il n'est pas normal effectivement que on justifie le renouvellement technologique par une pseudo-feature, une feature qui finalement est pas extrêmement structurelle, extrêmement nécessaire pour justifier le fait qu'on recrée une nouvelle génération. Et là où c'est plus grave, c'est quand finalement on justifie par le logiciel et la mise à jour du logiciel un changement de génération, là où le hardware n'aurait pas justifié ce changement de génération. Ces déchets, en plus, ils ont un autre problème. Au-delà de... Là, j'ai parlé de la consommation de ressources rares, mais ils sont en plus effectivement extrêmement générateurs de substances toxiques, comme le plomb, le mercure, tous les retardateurs au niveau de l'inflammation. Et c'est autant de choses qui finissent dans notre environnement et qui, au final, détruisent notre planète et qui sont en plus soit difficiles à recycler, soit pas bien recyclés parce que les réseaux ne sont pas encore suffisamment mis en œuvre. Voilà, je reviens aussi, hein, sur l'extraction des ressources. Hein. Euh, Plus ça va, plus on utilise des débauches d'énergie et des méthodes pour le moins contestables pour extraire les ressources nécessaires pour fabriquer nos téléphones, tous les composants, les métaux rares. On le retrouve aussi d'ailleurs, hein, sur les méthodes pour produire l'énergie nécessaire, hein, quand on consomme des ressources fossiles, hein, de l'énergie fossile. Faut voir ce qu'on est capable de faire en termes de méthodes contestables pour récupérer de l'énergie et ou des matériaux rares. Le dernier, bon, tout le monde est sensible à ce sujet, hein, depuis maintenant longtemps, mais c'est pas pour ça qu'on est tous aussi vertueux les uns que les autres. Moi le premier, hein, clairement, je suis pas forcément un parangon de responsabilité, hein, sur le sujet, mais personne ne l'est en fait. Le sujet des émissions des gaz à effet de serre, oui, le réchauffement climatique, c'est un fait, et c'est effectivement difficile. C'est là, par contre, qu'on revient sur le défi lié à l'entreprise, c'est-à-dire que effectivement, l'humain reste humain, et ça, c'est pas prêt de changer. Mais disons que collectivement et dans le collectif de l'entreprise, si on est capable d'améliorer la performance de l'équipement, si on est capable
se discipliner sur les aspects du renouvellement et ainsi de suite, on va construire des solutions. Si on est capable d'améliorer nos data centers, si on est capable de travailler sur l'efficience des dispositifs, on va apporter des solutions. Mais encore une fois, moi je suis assez pragmatique dans l'approche en disant que l'humain reste humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, hein, par contre. Alors, maintenant on va rentrer sur le sujet très ultra green pour le coup. On va le regarder en le nommant tel que c'est souvent nommé, informatique verte ou green IT. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire Green IT? C'est la volonté pour les entreprises de l'IT, pour les entreprises qui produisent de la technologie ou qui manipulent l'information ou qui font les deux, d'être plus vertueux, d'avoir une efficacité économique, opérationnelle, dans l'objectif de réduire l'impact en ressources, l'impact en énergie nécessaire pour fournir et restituer le service. Le but ne sera jamais, de mon point de vue, d'être à l'encontre et de vouloir annihiler l'innovation. L'humain, s'il n'innove plus, il est plus humain. D'accord? Il est un animal comme un autre. Et c'est ce qui nous caractérise. Par contre, effectivement, notre responsabilité, c'est de se dire, en partant du principe que cette innovation est quelque chose de non contestable, il faut que la façon dont on produit cette innovation soit plus vertueuse. Et il faut aussi que l'innovation soit de la vraie innovation et pas de la bullshit innovation. L'optimisation de la consommation d'énergie, c'est probablement le premier des leviers de l'entreprise, comme pour nous, mais là, voilà, je parle des défis d'entreprise, hein, utiliser des équipements plus efficaces énergétiquement, mettre en place des politiques d'économie d'énergie, travailler sur la mise en veille des équipements, sur les solutions de cloud orchestrées, de mettre en place aussi des mécanismes qui vont faire du smart sleep ou des choses qui vont permettre de réduire l'activité et de mettre en léthargie quand le service n'est pas consommé et de le réactiver à la demande. Il y a énormément d'axes sur lesquels on peut être beaucoup plus vertueux. La réduction des déchets électroniques. Donc là, on n'est plus sur les entreprises de la tech au sens le plus global, favoriser la durabilité des appareils, éviter la fausse obsolescence, ne pas justifier l'obsolescence par un caractère commercial, économique. On n'en est plus là, on ne peut plus se permettre de faire ça. Promouvoir le recyclage et la réutilisation, donc travailler sur les circuits de seconde main. Toutes les entreprises dignes de ce nom maintenant travaillent à mettre en place des services de deuxième génération, de services de seconde main, de refurb, vous trouverez de reconditionner, vous trouverez le nom que vous voudrez. L'éco-conception, là on va aller regarder un peu plus sur le sujet de l'éco-conception. Fabriquer et concevoir ses produits et ses services d'une manière vertueuse, respectueuse de l'environnement, et ça dès la conception. On va parler d'écologie by design, on va parler de principes de conception écologique. Okay, donc, ça, on va regarder un peu plus en détail parce qu'on va aller regarder le sujet du green dev. Et finalement, on verra que ce green dev, c'est peut-être simplement un retour à des bonnes pratiques ou finalement se dire qu'on... Enfin, je vais y revenir. Une gestion responsable des ressources. Des ressources dans tout ce que ça peut être. C'est-à-dire la ressource informatique, le compute, le stockage, le CPU, la RAM, la ressource matérielle, l'énergie, les métaux rares, les équipements nécessaires, toute ressource qui au final s'avère être une ressource finie. Dans notre planète, il y a peu de choses qui ne soient pas une ressource finie. Favoriser des approvisionnements responsables, éviter de gérer, de se surapprovisionner, et puis finalement, en faisant ce surapprovisionnement, d'aller consommer des ressources alors que ce n'était pas nécessaire. Parce que potentiellement, si on consomme ces ressources trop vite, enfin si on provisionne ces ressources trop vite, et que finalement on n'arrive pas à réaliser ses objectifs financiers, ses objectifs en termes de démocratisation du produit, eh ben on aura effectivement consommé de la ressource pour rien et on risque de la gâcher. Alors là, on va arriver justement au sujet précis du green dev. Et pourquoi effectivement je me suis coupé dans mon explication? Parce que ce qu'on va probablement voir, c'est que le green dev, c'est peut-être une façon différente de se dire, et si on se mettait à recoder correctement? Si on reprenait les fondamentaux de l'informatique, les fondamentaux de l'algorithmique, et puis qu'on se disait,
à l'époque où on avait des machines qui avaient que 8 kilooctets de RAM, qui avaient des CPU très limités, on était obligé de respecter ces bonnes pratiques et ces bonnes règles. Ce que je vais montrer, c'est qu'effectivement, bah finalement, on va devoir se dire qu'est-ce que veut dire le green dev. C'est de développer correctement, c'est de développer optimisé, c'est de se dire là où j'ai besoin d'un cycle de CPU, que j'ai besoin de 2 K de RAM, je ne vais pas dépenser 2 mégas de RAM. Je ne vais pas faire 16 millions de cycles CPU pour faire une opération qu'il y a 30 ans, je faisais en 300 cycles CPU. Donc, faire du code éco-efficace, mais disons que c'est faire du code efficace, faire du code optimisé, écrire un code qui consomme moins de ressources, faire un code tel qu'on avait pu le faire. Effectivement, on a empilé les briques logicielles, les niveaux de complexité, parce que ça a permis de pouvoir, et c'était pas forcément négatif, parce que ça a permis de pouvoir avancer sur des concepts technologiques, ça a permis de se dire, cette accumulation de couches a permis d'aller sur des chemins où on aurait eu de la difficulté de faire autrement. Maintenant, il faut qu'on redevienne éco-efficace pour le coup. Optimiser les infrastructures. Alors effectivement, le cloud peut être un problème comme il peut être une solution. Là, quand on en arrive aux aspects de l'orchestration de containers, on s'aperçoit qu'effectivement, on vient manipuler la charge applicative, le workload, dans sa définition, quelque part, la plus essentielle. Et du coup, essayer d'envisager le capacitaire nécessaire à l'informatique comme quelque chose de réellement construit sur un calcul global par rapport à une estimation d'un besoin de workload. Et donc d'être plus raisonnable sur la façon de construire notre infrastructure. Ça devient plus compliqué puisqu'on externalise, puisqu'on va aller chercher du cloud, et finalement, ça veut dire que cette optimisation de l'infrastructure, elle va être un petit peu par autrui, par un provider de service. Et il faudra faire attention autant à ce qu'on fait. Mais quoi qu'il arrive, le cloud computing est co-responsable en le faisant correctement et en allant au bout de la promesse du cloud computing, c'est un élément de réponse. Alors le cycle de vie du logiciel aussi, c'est aussi se dire, et si on essayait de pérenniser plus notre logiciel, de sortir des principes d'obsolescence inutile, et de faire en sorte que, oui, l'entreprise doit faire du profit, mais elle doit le faire dans des conditions responsables d'un point de vue environnemental. Alors, forcément, tout ça passe par le fait qu'il faut former le personnel, former finalement, et ce que j'essayais de démontrer, à des bonnes pratiques, hein, former le développeur à l'éco-conception, mais arrêtons, former le développeur à la conception et aux règles qui finalement sont assez vieilles hein, sur la façon de bien développer du logiciel. Et l'objectif va être de promouvoir une culture de responsabilité environnementale dans le développement logiciel. Finalement, c'est une culture de l'efficacité et de la performance du logiciel. Alors, forcément, vous le savez, j'aime beaucoup Ruby, donc s'il fallait illustrer des aspects précis du Green Dev, des exemples de Green Dev, je ne pouvais le faire qu'en Ruby, et c'est ce qu'on va faire. Il y a des choses qui sont super classiques. Vous avez un programme qui a pour objectif de faire un certain nombre d'opérations qui sont des opérations complexes, coûteuses en termes de temps ou de CPU, pour un certain nombre d'utilisateurs. L'objectif ici, ça va être de pas utiliser le CPU pour le faire de façon séquentielle, opération par opération, mais d'essayer le plus possible de bénéficier de ce que les infrastructures modernes nous apportent, la capacité de traitement parallèle. Et l'objectif, ça va du coup être de faire du threading, du multi-threading, pour faire en sorte que on monopolise peut-être beaucoup plus l'ensemble des CPU de la machine, mais sur un temps plus réduit. Et au final, on sera plus efficace et plus vertueux d'un point de vue énergétique. Parce que quoi qu'il arrive, que vous lui fassiez rien faire ou qu'il fasse quelque chose, un CPU, il fait activement rien. Et quand on a plusieurs corps, plusieurs processeurs, plusieurs corps ou plusieurs threads exécutables simultanément, et ben mieux vaut les utiliser. Donc mieux vaut aller chercher un programme qui va faire du parallélisme plus que de faire du traitement séquentiel. Ensuite, on l'a vu, donc là on était sur l'efficience CPU, maintenant on va aller chercher l'efficience sur la consommation de la RAM.
Le but du jeu, c'est d'aller, par exemple, quand on a à faire des gros traitements sur des énormes fichiers, ainsi de suite, d'aller sur des mécaniques de lazy loading et de regarder ce que nous permet, pardon, un langage comme le langage qu'on veut utiliser, là, dans mon cas de figure, c'est sur du Ruby, pour aller faire du chargement progressif, du windowing ou du lazy loading sur les données qu'on a à charger et traiter en faisant du lazy loading, pour éviter d'avoir à tout charger et monopoliser une quantité extrêmement importante de mémoire, alors qu'on va pouvoir traiter les choses par fenêtrage. Les systèmes les plus raffinés dans les langages informatiques, quand on va par exemple sur des frameworks comme Rails qui permettent de faire des applications et qui servent de serveur applicatif, viennent avec des librairies évoluées, hein, comme par exemple celle d'Active Support, qui va permettre de gérer des notions de caching. Donc effectivement, quand on fait des traitements coûteux et que potentiellement ce traitement peut être ressollicité, mais dans les mêmes modalités, bah, il est quand même nécessaire de travailler à faire du caching de ces informations. Donc forcément, on s'évertuera systématiquement, mais encore une fois, c'est des pratiques presque normales que je suis en train d'évoquer. Je ne suis pas en train de montrer des éléments de révolution, je suis en train de repointer des bonnes pratiques. Et donc là, effectivement, le caching, c'est quelque chose qui est effectivement indispensable. L'optimisation des requêtes dans une base de données, maintenant, il est presque impossible d'avoir, peut-être pas dans une application, mais dans un écosystème applicatif, de ne pas avoir de base de données. Le but du jeu, c'est que dès l'instant qu'on va vouloir récupérer des choses dans une base de données, effectivement, on a vu arriver des Object Relational Mapping, des Object Document Mapping. Ils ont rajouté une couche et une abstraction, hein, sur la façon d'aller chercher les données dans la base de données. C'est pas pour ça qu'il faut oublier nos bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'aller récupérer un ensemble d'utilisateurs, puis après, pour chacun de ces utilisateurs, aller récupérer le nombre de postes qu'il a pu recevoir, ça va faire n plus une requête, et on va lui préférer une utilisation plus fine, plus précise de l'Object Relational Mapping pour aller récupérer l'ensemble des utilisateurs avec le heavy loading de l'ensemble des postes, et du coup en une requête, alors peut-être pas le heavy loading, parce que là ce qu'on veut c'est juste la size, mais pourquoi pas, au final ça sera quand même plus vertueux en termes de sollicitation globale du système informatique, d'aller récupérer le heavy loading des utilisateurs et de leurs postes pour ensuite aller récupérer le nombre de postes. Parce que potentiellement, là imaginez dans la vue, hein, si j'avais une vue qui a besoin d'afficher ce nombre de postes, il est fort probable aussi qu'on affiche les postes qui sont associés à l'utilisateur. Donc là, le heavy loading serait complètement justifié. Ensuite, effectivement, on va utiliser des écosystèmes logiciels complexes. Ces écosystèmes, ils viennent avec des systèmes de gestion de librairies. En Ruby, par exemple, on utilise des gemmes. On va aller chercher les gemmes les plus vertueux. On va essayer de se renseigner à savoir quelle est la solution qui est déjà fabriquée qui va être la plus vertueuse. Et en plus, on va aussi utiliser des gemmes qui vont nous permettre d'évaluer l'efficacité et l'empreinte carbone de l'application. En Ruby, il en existe, il y en a un qui s'appelle Green Metric, que je vous engage à regarder et puis à essayer si vous vous lancez sur des développements en Ruby. Je vais probablement rapidement rentrer sur une série de vidéos et de supports sur le site ultragreen.net concernant le développement Ruby, et puis j'essaierai de revenir sur ces sujets. Le dernier point, c'est tout ce qui est gestion des garbage et gestion de la libération des ressources. À l'époque où on faisait du C, on avait pour défi de bien désallouer ce qu'on avait alloué. Et ça c'est valable, c'est encore valable et ça reste valable. C'est pas parce qu'effectivement on va de plus en plus sur des langages qui ont des mécanismes de garbage collecting qu'on doit oublier les bonnes pratiques. Et dès l'instant où on va faire un traitement par exemple qui a besoin de stocker des données sur des fichiers temporaires ou sur n'importe quoi, on va devoir avoir effectivement la responsabilité de le supprimer. Ruby, pour le coup, vient avec des choses qui sont un peu élégantes sur ce genre de choses, parce qu'on va pouvoir effectivement faire une closure, hein, aller y faire le yielding d'un traitement sur le fichier, et puis de venir encapsuler
ça dans le mécanisme de closure en disant with temp-file, j'ouvre un fichier temporaire, je fais mon traitement qui lui va potentiellement stocker des choses, et à la fin, j'utilise le mécanisme de gestion des exceptions, on en avait parlé quand on a vu Smalltalk, en disant quoi qu'il arrive, tu vas avoir la responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme un bloc d'exécution et de gestion des exceptions en Ruby, que ce soit une méthode ou un bloc, effectivement, on va pouvoir utiliser rescue, ensure, et ainsi de suite, au sein même de la méthode comme au sein d'un bloc. Donc on a des formes qui sont assez concises sur ce genre de choses. Voilà, je voulais faire ce petit centrique pour vous montrer que quel que soit le langage informatique, même si on est là en train de parler d'un langage qui est plutôt fait pour faire du prototypage, du développement rapide, plus que du développement solide, cristallisé pour faire une cible de production, bah, dès cette étape, on voit qu'on peut revenir sur les bonnes pratiques. Alors, sur les sujets environnementaux, je ne pouvais pas ne pas parler de l'IA. Et le sujet que je vais souligner, qui touche, qui, à mon avis est nécessaire en sensibilisation à la fois pour les gens très pointus comme la population ciblée par mon site précédent et quelque part monsieur tout le monde, c'est l'exemple même de l'IA Search. On voit arriver, on voit se démocratiser. L'IA est devenue est devenue extrêmement importante, y compris dans nos populations, chez les informaticiens, chez les développeurs, de se dire à l'époque, quand on avait un problème, on allait sur Stack Overflow et on attendait une réponse, mais quelque part en plus on valorisait un référentiel de valeur, un édifice de valeur qui est toujours Stack Overflow, mais qui est peut-être moins bien maintenu depuis que l'IA est arrivée. On va encore plus loin maintenant, on se dit que là où on utilisait un moteur de recherche pour chercher de l'information, l'IA va nous permettre peut-être d'aller encore plus loin, sauf que son exécution, le fait d'exécuter une recherche au travers de l'IA, on va voir que c'est absolument pas anodin. Prenons une hypothèse et un cas d'étude. On va considérer la population française. Cette population française, environ 50 millions de personnes, alors plus que ça, j'ai probablement pas... oui, on est à plus que ça, excusez-moi. Imaginons maintenant qu'elle fait 10 requêtes par jour. Ça, c'est assez réaliste. Ensuite, considérons donc que le nombre total de requêtes exécutées par jour va être de 500 millions de requêtes. Et ça, sur un an, va nous faire 182,5 milliards de requêtes. Qu'est-ce que ça va provoquer en coût d'usage? Si je fais de la recherche traditionnelle via une indexation de données, comme le fait un Quant, comme le fait un Google, comme le fait un Bing, le coût par requête, il est environ de moins d'un centime. D'accord? Le nombre de requêtes annuelles, il est de 182 milliards, donc on se retrouve avec un coût total annuel qui est du domaine de la centaine de milliers ou de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les variables clés, c'est le CPU, la RAM, dans des conditions assez faibles, et puis avec une infrastructure scalable, ce genre de choses, on l'a déjà mis en place. Les moyens de production de ressources informatiques sont déjà, énergétiques, sont déjà en place. Maintenant, si on regarde la même chose en considérant que c'est une IA qui va faire le traitement, la réalité, c'est que là, on est quelque chose qui est du domaine du centime. Multiplié par 182,5 milliards, ça veut dire que là, notre coût annuel, il passe à 1,8 milliard d'euros. Et là, on a des usages extrêmement importants du CPU, de la RAM. On va parler du XPU, TPU, GPU, CPU. Avec des modèles de données extrêmement volumineux qu'il faut maintenir en permanence, en plus de l'index de données sur lequel il va aller faire la recherche, que ce soit de l'IA ou de l'IA agentique, et ainsi de suite. Ensuite, en plus, fabriquer l'index de données via des mécanismes de scrolling et de recherche classiques, l'indexation d'1 milliard de documents, quand on regarde les besoins en termes de serveurs, de stockage, de maintenance, le coût estimé, il est du domaine de la centaine de milliers d'euros, voire potentiellement aller jusqu'à 500 000 euros en fonction du moteur de recherche, parce que là, je le regarde uniquement sur la lorgnette d'une population restreinte qui est celle de la France. Si maintenant on regarde sur l'IA Search, ça veut dire quoi?
pré-entraînement, entraînement, fin-tuning, et ainsi de suite, bah là, si on regarde ce qui a pu être fait à l'époque sur un GPT-3, par exemple, avec les efforts d'adaptation, bah là, on se retrouve à du 2 à 5 millions d'euros. Maintenant, les derniers modèles avec le nombre, avec le poids, hein, et je ferai une vidéo sur l'IA de façon plus précise, quand on regarde le poids des IA et ainsi de suite qui existent actuellement, bah là, on est à des chiffres qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que ça. Donc ça veut dire que, et c'est là où c'est problématique, c'est qu'en plus, il va falloir régulièrement, pour être compétitif vis-à-vis des autres IA, il va falloir la réactualiser. Et là, le coût d'entraînement, les ressources GPU, TPU, elles sont extrêmement élevées. La consommation énergétique, maintenant, si on regarde ça en termes de consommation énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Pour de l'indexation et un moteur de recherche par indexation, bah, c'est une petite ville. L'équivalent énergétique, c'est celle d'une ville de 10 000 habitants. Si maintenant on regarde l'IA Search, ça veut dire que rien que pour notre use case, celui qu'on vient de montrer, qui est à mon avis largement minimaliste par rapport à la réalité, on est plutôt sur une ville moyenne de 100 000 habitants, voire beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, la recherche classique, certes, elle nécessite un cerveau, le nôtre, mais elle est moins gourmande, elle est moins énergivore et elle est plus adaptée à de l'utilisation massive. La génération la généralisation de l'IA Search, elle est extrêmement problématique parce que si effectivement elle se généralise complètement, c'est une catastrophe environnementale qu'on est en train d'évoquer. Et cette catastrophe, elle va être donc cachée derrière un bouton. C'est-à-dire qu'entre le fait de mettre une phrase et de cliquer sur le bouton Search qui va passer par l'indexation ou de mettre cette même phrase et de cliquer sur le bouton IA Search, l'impact énergétique, l'impact environnemental n'est absolument pas le même. Donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne revient pas sur la démarche d'innovation. Donc ça va aussi passer par l'optimisation des technologies. Et il y a aussi le fait de se dire que notre device, notre ordinateur doit devenir un moyen d'exécution de l'IA sans forcément aller tout le temps aller taper sur de l'IA online. Et le chemin de l'IA offline, pour le moment, effectivement, c'est peut-être pas suffisant. Et la capacité d'un device à exécuter des modèles complexes, très complexes pour faire ce genre de choses. Mais pour faire de l'agentique, pour faire de l'IA, on n'a pas forcément besoin d'un modèle extrêmement gros et avec un poids extrêmement élevé. Si on finit, hein, pour regarder les recherches classiques sur un index crawlé, l'architecture c'est de l'indexation de données, la consommation en CPU c'est 10-20% par requête, 2 à 4 gigabits par index de 1 milliard de documents. Si on regarde cette fois-ci les besoins en termes d'IA généralisé, modèle langage plus IA search, modèle préentraîné plus fin-tuning, consommation, tout type de TPU, CPU, GPU, 70 à 80%, 90% par requête, 16 à 32 gigas. Et effectivement, hein, si vous voulez faire tourner votre propre modèle pour des raisons de souveraineté, vous le savez, vous allez vite vous rendre compte que la machine dont vous avez besoin pour exécuter ça, elle doit être une belle machine bien dimensionnée avec du GPU, avec ce qu'il faut, ou avec des neurocores, ou avec quelque chose qui va effectivement permettre d'obtenir le même résultat. Mais ça reste quand même, à mon avis, de toute façon indispensable. On voit des machines hein, chez Intel, chez Apple, qui commencent à être capables de pouvoir... alors pour le moment, ce ne sont que des ordinateurs et pas des devices, et c'est peut-être là le fond du problème, mais qui sont capables de commencer à exécuter de l'IA. Et ça permettra effectivement d'éviter la débauche énergétique de l'IA online. Alors je vais conclure, et puis on va essayer de regarder un petit peu finalement que ce qu'on attend de l'entreprise dans la tech et dans l'IT, c'est une responsabilité globale. Et cette responsabilité globale, elle passe par intégrer des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie, que la stratégie même de l'entreprise, elle doit être construite pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Si ce n'est pas le cas, cette entreprise, elle est défaillante. La collaboration avec les parties prenantes, c'est-à-dire que pour que tout ça puisse se mettre en place, il faut que tout le monde respecte les mêmes règles du jeu. Donc il faut que les accords internationaux, les gouvernements, la responsabilité des clients, les ONG soient présentes et que l'entreprise collabore, cohabite dans cet écosystème de responsabilité. Et enfin, j'insiste, hein, on doit se discipliner sur le fait de ne pas accepter et de ne pas consommer de bullshit innovation. D'innovation
feu de paille ou d'innovation qui finalement ne vont pas avoir un intérêt profond, durable et responsable. Et on doit consommer de façon beaucoup plus responsable, on doit consommer mieux. Donc je vous remercie et au revoir et je vous attends pour la prochaine vidéo sur Ultra Green.